Bonjour Emmanuel Drouet et bonjour à tous pour notre interview dans le cadre des événements de la PTCCB autour du mois des femmes. Donc des événements qu'on organise avec des interviews de femmes qui s'engagent pour la psychologie, la santé mentale et puis les TCC. Et donc dans le cadre de notre événement, nous rencontrons donc des femmes psychologues mais aussi des artistes et des qui sont les deux à la fois, comme c'est le cas d'Emmanuel. Donc, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Bonjour Euh, Cyrielle et merci à toi Merci, de m'avoir proposé cette interview. parfait. Alors, dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter, présenter ton parcours et puis présenter un petit peu tes différentes activités? Bien sûr. Alors moi je suis Emmanuelle Drouet, donc j'ai 45 ans. Je suis psychologue depuis 20 ans. Je suis également en parallèle de mon activité de psychologue une maman, une belle-mère, une épouse et je suis en parallèle de mon activité donc de psychologue également autrice. Donc j'écris des livres, toujours, alors pas des livres de théorie sur la psycho, mais plutôt des romans. Voilà, c'est mon dada. Donc voilà pour ce qui est de ma présentation. Donc je vis en région parisienne, à Vincennes. J'ai exercé pendant un certain nombre d'années en cabinet libéral. J'ai toujours exercé ma profession en libéral. C'était une évidence pour moi une fois que j'ai obtenu mon diplôme et ça date de 2003. Donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. C'était une évidence que je travaillerais pas en institution ou en équipe, etc. Je suis trop indépendante, solitaire et autonome pour travailler en équipe. Voilà, donc j'ai toujours travaillé en cabinet libéral et à l'heure d'aujourd'hui, on y reviendra peut-être au cours de cette interview. Je travaille exclusivement depuis 3 ans maintenant en visio et en proposant également à mes patients des walk and talk, donc des séances en marchant au bois de Vincennes qui est juste à côté de chez moi. Ok, super. Et bien justement, c'est très bien parce que ça faisait partie des choses que j'avais envie d'aborder avec toi. Parce que c'est vrai que habituellement, on est plutôt dans l'idée voilà, de prise en charge de psychothérapie classique, voilà, c'est-à-dire en bureau. Si on sort globalement, bon, on va dire que c'est assez épisodique et c'est sur des choses très très précises. Voilà, moi par exemple, si je sors avec des personnes que j'accompagne, c'est souvent dans le cadre d'expositions, Bon. mais voilà, c'est à peu près tout. Et c'est vrai que du coup, ce que tu proposes est assez, finalement, ça sort des sentiers battus, si je puis me permettre. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe? Comment est-ce que t'es venue l'idée? Voilà, est-ce que tu as eu des inspirations ou est-ce qu'au contraire, ça faisait suite à un cheminement personnel? Enfin, voilà. Et puis, comment tu t'organises un petit peu? Comment tu présentes aussi les choses? Parce que c'est vrai que, comme je te disais, comme c'est assez original, peut-être que les autres gens sont pas habitués ou peut-être qu'au contraire, maintenant, ils viennent vers toi justement pour ça. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette Ça marche. particularité? Alors, les walk and talk, je les ai débutés déjà à l'époque où je travaillais en cabinet. En Mhm. fait, il s'est trouvé qu'un jour, j'étais en formation avec la FTCC, il y a très longtemps. Régulièrement, je me suis formée avec la FTCC. Et en formation, j'étais avec une collègue psychologue suisse. Et on discutait, on papotait lors d'une pause. Et puis, je lui dis, moi, ça fait, alors ça faisait à l'époque plus de 15 ans déjà que je travaillais, hein. Aujourd'hui, ça fait 21 ans. Et je lui disais, je suis fatiguée d'avoir les fesses dans mon fauteuil toute la journée, d'être enfermée dans mon cabinet du matin jusqu'au soir pour recevoir des patients. Je suis fatiguée. Et elle m'a dit, mais pourquoi? Alors, elle est suisse et visiblement, c'était déjà un concept un peu plus développé en Suisse qu'en France. Elle me dit, mais pourquoi tu ne fais pas des walk and talk? Donc, j'ai tiqué un peu, je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que Mhm. c'est que ce truc? Donc, elle m'explique que ce sont des séances de thérapie en marchant en pleine nature, qui favorisent du coup la pleine conscience de l'environnement dans lequel on se trouve, et puis qui favorisent aussi la parole chez certains patients, parce qu'il n'y a pas ce face-à-face qui peut gêner parfois au cabinet. Là, on est côte à côte pour marcher donc en pleine nature. Et effectivement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est effectivement ça favorise la parole chez un certain nombre de patients qui peuvent être gênés par le face-à-face du cabinet. Ce qui fait que très rapidement, quand elle m'a proposé, enfin quand elle a émis cette idée que ça existait en Suisse et que éventuellement je pourrais y songer, très rapidement, moi, j'ai mis ça en place en posant une grande affiche dans ma salle d'attente du cabinet à l'époque et en évoquant le fait que je commençais à proposer au beau jour, à l'arrivée des beaux jours, ces séances-là. Alors au départ, les patients étaient un petit peu réfractaires, je pense qu'ils connaissaient pas. Moi-même, à l'époque, je connaissais pas non plus, donc je pouvais Mhm. comprendre un petit peu leur réticence, ce qui fait que au départ,
c'est plutôt moi qui ai proposé ces séances à des patients en dépression qui avaient beaucoup de mal à sortir de chez eux et à des patients notamment qui souffraient d'anxiété sociale pour qui sortir, affronter le regard des autres, croiser des gens, pouvoir éventuellement, à travers ces séances-là, faire un peu d'exposition aussi, pouvait s'avérer un peu délicat et difficile. Et donc, la plupart au départ ont été un petit peu réticents, mais curieux quand même à l'idée d'essayer. Et puis donc, ça s'est fait assez rapidement finalement. Et à chaque fois qu'un patient a bien voulu essayer finalement une première séance de walk and talk, eh ben, ça l'a conforté dans l'idée qu'en fait, c'était absolument génial pour lui. Et donc, la plupart des patients qui ont essayé une première séance de walk and talk ont continué après dans ce genre de prise en charge. Sauf sur la période hivernale où là, on fait des séances plutôt en visio. Voilà. D'accord. Ok. Et dis-moi, comment est-ce que à ce moment-là tu adaptes tes outils TCC? Parce que alors juste voilà, je sais pas si toi tu pratiques comme ça. Moi, je fais beaucoup. Moi, j'écris beaucoup. J'écris en séance, mais aussi je fais écrire aussi les personnes que je reçois pour qu'ils repartent aussi avec leurs exercices. Tout ça. Bon, là, je me dis écrire et marcher en même temps. Ça me semble un peu compliqué. Alors, est-ce que toi, tu adaptes justement certains outils ou certaines façons de présenter les outils pour que ce soit en fait compatible? Alors, c'est pas forcément avec les patients avec qui je vais faire de la TCC pure, on va dire, avec des Mhm, exercices écrits, etc. C'est pas forcément le type de patient à qui je vais proposer les walk and talk parce qu'en effet, c'est pas forcément adapté. C'est mhm. adapté pour faire des expériences in vivo parce que là, on va D'accord. être vraiment dans un environnement qui va permettre ça. En revanche, pour des séances où j'avais plus anticipé, où il était plus prévu qu'on fasse des séances par écrit avec des exercices, etc., c'est Mm, pas le mode de séance que je vais proposer. En tout cas, à ce moment-là de la prise en charge. Ça pourrait être fait un peu avant, un peu après, pourquoi pas. Mais quand il y a des exercices effectivement pratiques, c'est vrai que les séances au bois de Vincennes ou en pleine nature sont pas forcément les plus mm, appropriées en fait pour pouvoir prendre des notes. Ça n'empêche que moi, quand je rentre après chez moi, je prends des notes, je marque mhm, et rester en tête de ce qui s'est dit et qui était important dans les séances. Donc moi, je prends des notes quand même après coup. Pour autant, effectivement, in vivo, c'est pas possible de prendre des notes en pleine séance au bois, si ce n'est de bien mm. emmagasiner les choses Ouais. dans sa mémoire. Mais effectivement, ça va pas être. Disons que ça va faire le tri. Forcément, on va pas proposer des walk and talk à n'importe quel patient ou dans Mm, n'importe quel type de prise en charge, en fait. On va vraiment cibler les patients que ça peut aider à certains mhm, moments, mais on va devoir adapter, effectivement. Travailler sur, moi j'ai des outils qui sont des cartes, des choses comme ça, on va pas pouvoir le faire en walk and talk, évidemment. Donc là, on va plutôt dire, tiens, pour la prochaine séance, on va transformer la séance en visio. À l'époque du mhm, cabinet, je dirais, on se verra plutôt au cabinet. Voilà. mm. Ça D'accord, nécessite un ok. petit peu de mise en place et d'anticipation, effectivement, par rapport au travail qui est en cours avec le patient. D'accord. Question du coup, alors tu disais que tu proposais ça depuis à peu près 3 ans, c'est bien Ah ça? non, ça fait beaucoup plus, en fait. Moi, je suis D'accord, en visio depuis 3 ans, mais je d'accord. proposais déjà des walk and talk à l'époque du cabinet. Donc, les walk and talk, ça doit bien faire presque une petite dizaine d'années, en fait. Ok, d'accord. Et dis-moi, alors, la période du Covid n'est pas si loin derrière nous. Est-ce que tu faisais toujours ça pendant cette période-là? Ou est-ce que à ce moment-là, tu étais obligé, entre guillemets, de suspendre? Ou est-ce que tu devais faire les fameuses C'était un, attestations? Oui, ça a été un vrai Voilà. défi en fait Ouais. pour nous tous, je crois, hein, la période du Mm, Covid. On a dû s'adapter. Il y a un temps, on pouvait recevoir encore les patients au cabinet avec les mm. masques, Ouais, etc. ouais. Et puis à un autre moment, on pouvait plus les recevoir au cabinet. Donc Mm, moi, en région parisienne, je n'ai plus pu pendant un temps faire de walk and talk puisque les sorties étaient vraiment limitées à 1 heure par jour. Enfin, cette période mhm. paraît un peu lointaine, mais en fait, c'était pas il y a si longtemps que ça. Bah non. Du coup, effectivement, ça a limité grandement la possibilité. Cela étant, moi, j'ai retenu une chose de cette période Covid, c'est que les patients et nous, y compris leurs thérapeutes, on a dû s'adapter et j'ai trouvé qu'à cette période-là, la visio, par la force des choses, s'était Mhm, considérablement développée. Pas pour le pire et pour le meilleur. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, je dirais merci à la visio parce qu'elle a mm, permis à des patients de pouvoir continuer leur suivi pendant la période Covid, et la période dans laquelle on ne pouvait plus retourner au cabinet, dans laquelle on ne pouvait même pas mhm. sortir de chez soi. Et moi, Oui, aujourd'hui, la visio, c'est principalement mon activité. Donc, oui. voilà, je dirais que le Covid a aussi aidé en ce sens, finalement, malgré tous les inconvénients qu'il a apportés et cette période très compliquée pour certains pour beaucoup Mm, d'entre nous d'ailleurs, mais il a permis quand même le développement de la visio. Et un certain nombre de nos collègues, à toi, à moi, aujourd'hui, travaillent de cette mhm. manière-là. Ouais, moi honnêtement, je pense que ça représente bien facilement plus de la moitié de mes suivis. Oui, C'est je veux vrai. bien croire.
Bien, alors nous avons eu la cloche de Pavlov qui a retenti 2 fois pour nous rappeler qu'il était temps aussi de reparler de ton activité d'écrivaine. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu es arrivée justement à développer cette activité d'autrice? Peux-tu nous parler de tes livres? Comment est-ce que tu t'inspires justement de la psychologie pour pouvoir construire tes personnages, mais aussi parler de leurs difficultés? Et puis, voilà, est-ce que tu peux nous parler aussi des livres que tu as déjà publiés, mais aussi de ton futur livre, puisque je crois qu'il y en a un qui sortira très bientôt. Tout bientôt, oui, au mois de mai, en effet. Alors, je ne Mhm. peux pas parler de mon activité d'autrice sans parler du burn-out que j'ai fait il y a Mhm. 3 ans et qui a fait que ma Mhm. pratique, justement, s'est orientée principalement vers de la visio. Il y a 3 ans, c'était en plein, justement, pendant la période Covid. J'étais en épuisement professionnel. On a été quand même très sollicité en tant que psy. Les patients n'allaient pas bien, etc. Mhm. Et bon, ça faisait déjà un moment que je commençais à fatiguer, hein, et du coup, j'ai commencé pour essayer de sortir un petit peu de cet épuisement compassionnel, de cette fatigue professionnelle dans laquelle j'étais. J'ai commencé à écrire, en fait, chez Mhm. moi, toute seule, dans mon coin. Alors, j'écrivais depuis longtemps, mais là, je m'y suis mise de façon un petit peu plus régulière et sérieuse, on va dire. Et j'ai commencé à écrire. Et de cette période-là est né mon tout premier ouvrage, que je vais montrer. Oui, C'est vas-y, bah celui-ci. oui. Je ne sais pas si on le voit D'accord. bien l'écran. Oui, Euh, parfait. donc c'est Upsilon, c'est mon Mhm. premier ouvrage, c'est un recueil de 100 poèmes sur les troubles psy, sur des notions de la psychologie. En fait, j'avais à cœur de pouvoir décharger tout ce que je pouvais entendre dans mon cabinet. Alors bien sûr, tous ces poèmes, il n'y a pas de nom, c'est des histoires que j'ai imaginées à travers ce que je pouvais entendre au cabinet. Évidemment, le secret professionnel est maintenu, Oui. bien sûr, mais j'avais à cœur d'y mettre de la poésie pour rendre la souffrance psychologique, déjà peut-être un peu plus jolie, un peu moins brutale, un peu moins abrupte pour des lecteurs. Et la poésie, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et qui m'a permis, en tout cas, chaque soir, quand j'écrivais après mes journées de consultation, d'extérioriser le trop-plein que je commençais clairement à accumuler. Donc, j'en ai écrit beaucoup, des poèmes, au point voilà, d'envoyer mon premier manuscrit à une maison d'édition et d'être publié. J'ai à cœur quand j'écris, c'est le cas de mes autres ouvrages dont je vais parler, j'ai à cœur quand j'écris toujours de déstigmatiser la pathologie mentale. Pour moi, Mhm. c'est mon moteur dans l'écriture. C'est-à-dire que même si j'écris pas des livres de théorie sur la psycho, ce sont des romans. Là, le premier, c'est un recueil de poèmes. Pour moi, c'est super important de pouvoir déjà rendre accessible des informations sur la psychologie autrement qu'à travers des livres théoriques que tout le monde ne va pas acheter. Les romans, la poésie, ça peut être accessible à des gens qui vont pas aller acheter un livre sur le trouble borderline ou sur telle ou Mhm. telle addiction. Donc j'avais à cœur de toucher le plus grand nombre de personnes pour pouvoir déstigmatiser, parler de certaines pathologies, de pouvoir aider à la parole aussi. Mon but quand j'écris, c'est aussi de permettre à des personnes qui potentiellement sont touchées par les troubles dont je parle dans mes livres, de libérer un petit peu leur parole qui peut-être a du mal à circuler. Des personnes qui peut-être aussi ont du mal à franchir le cap de consulter un thérapeute et qui vont peut-être se dire, tiens, on a parlé de ma pathologie, on a parlé de mon trouble dans ce roman, je me suis reconnue, tiens, ça pourrait peut-être m'aider quand même d'aller voir quelqu'un. J'invente Mhm. rien. Donc est né ce deuxième ouvrage, là pour le coup c'était mon premier roman, Mhm. mon deuxième livre mais mon premier roman qui s'appelle donc Ouais. Désabîmez-moi, préfacé Ouais. par le professeur Laurent Carilla qui est un grand spécialiste des Ouais. addictions, qui est un roman sur l'addiction sexuelle féminine. J'avais à cœur d'écrire sur ce sujet. C'est un roman qui est important pour moi parce qu'on reçoit, mine de rien, dans nos cabinets des femmes qui nous parlent de leur addiction au sexe. On parle beaucoup de celle des hommes, mais celle des femmes, elle passe souvent à la trappe. Et j'avais à cœur de libérer la parole de ces femmes qui se libèrent dans nos cabinets, mais pas... Mhm. C'est lourd et c'est dur pour elles, même en séance, d'en parler. J'avais à cœur de pouvoir permettre à un certain nombre de femmes de se dire, OK, je suis pas toute seule. Il y en a d'autres qui Mhm. souffrent de ça, on peut se faire aider, on peut aussi être quelqu'un de très bien et souffrir d'addiction sexuelle Ouais. à un moment donné dans sa vie. Il n'y a pas de fatalité, on peut s'en sortir, on peut se faire aider. Voilà. Et Parfait. dans ce roman qui traite de l'addiction sexuelle, ça traite aussi de l'inceste et donc des abus sexuels. Et j'avais à cœur de pouvoir, même si on ne peut pas faire un pont direct de Mhm. personne abusée finit par développer une addiction sexuelle, ce serait quand même très grossier de dire ça, mais de pouvoir dire aussi, bah tiens, c'est aussi ce qui peut arriver quand dans l'enfance on a connu tôt, Mhm. malheureusement, des abus ou des agressions sexuelles. C'est-à-dire, on peut aussi développer, avec d'autres facteurs cumulés, bien évidemment, une addiction sexuelle et ça peut concerner aussi les femmes.
Ouais. Et dans mon dernier ouvrage, oui, Ouais, alors excuse-moi. juste rapidement, ouais, je me permets parce que justement, je trouve que c'est hyper important là ce que tu dis. Alors effectivement, le fait de pouvoir déstigmatiser, je trouve que c'est extrêmement important comme notion, mais aussi le fait de pouvoir ouvrir la parole sur certains troubles, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est important de dire, c'est que malheureusement, il y a encore pas mal de préjugés sexistes qui sont malheureusement encore portés par certains courants, certains professionnels, et qui malheureusement font qu'il peut y avoir des retards de diagnostic et donc des retards de prise en charge. Évidemment, tu parlais des addictions, notamment l'addiction sexuelle, pardon. C'est vrai que du coup, les gens, ils pensent pas forcément pour les femmes encore parce qu'il y a des représentations, des stéréotypes, mais c'est valable également pour les hommes, notamment concernant les troubles des conduites alimentaires, où c'est vrai que les représentations stéréotypées sont beaucoup sur c'est une problématique féminine, et du coup, on ne va pas forcément aller questionner un jeune garçon ou un homme qui, pour autant, est dans une problématique d'anorexie mentale, de Oui, boulimie ou autre. complètement. Mm. Et c'est important de leur donner de la visibilité à ces personnes-là et de dire, bah oui, ça Mhm. existe aussi. Voilà. Et Mhm. dans cet ouvrage, oui, bien sûr, j'aurais pu parler de l'addiction sexuelle d'un homme, mais en fait, moi, j'avais envie justement de parler de Ouais. celle qu'on ne voit pas ou dont on n'entend pas parler. Et de pouvoir dire, oui, Mhm. ça existe aussi. Et tu as raison de Mm. parler des TCA chez les hommes. Effectivement, il n'y a pas beaucoup, pas beaucoup Mm. d'ouvrages. Enfin, on en voit beaucoup écrits par des femmes. Oui. euh, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvrages, à ma connaissance en tout cas, sur les troubles alimentaires écrits par un homme ou une Mm. expérience, voilà, une autobiographie écrite par un homme sur ce trouble-là. En Mhm. fait, je trouve que c'est important effectivement de leur donner de la visibilité pour que chaque personne concernée puisse se dire, OK, je suis pas tout seul ou je suis pas toute Ouais. seule. Voilà. Ouais. Et un autre élément, tu vois, que je trouve aussi super important là par rapport à ton roman et puis également à ce que tu dis, c'est aussi la question effectivement des abus. C'est vrai que on a beaucoup trop tendance, je trouve, en tout cas au niveau sociétal, à penser une victime d'abus doit rester entre guillemets dans un rôle de victime, voilà, et ne doit surtout pas sortir de certaines cases ou Mm. de certains comportements attendus. Et lorsque ces personnes-là, justement, ne se conforment pas à ces espèces de restrictions, soudainement, les gens remettent en question leur vécu de victime, alors qu'en fait, pas du tout. Effectivement, comme tu le disais très bien, oui, on peut avoir vécu des abus, on peut avoir vécu malheureusement des événements traumatiques, et pour autant, on n'est pas non plus tenu à rester cantonné à certains comportements. Et Oui, tout à fait. effectivement, on peut apprendre, nous, en tant que psychologue, à reconnaître certains comportements, notamment addicts, comme étant parfois des stratégies, entre guillemets, soit d'auto-apaisement, soit d'auto-stimulation, soit autres, et justement qu'il ne faut Ouais, ou pas de reprise de rester... contrôle, c'est-à-dire là, Voilà, c'est moi qui aussi, contrôle. tout C'est à moi qui fait. décide quand j'ai du sexe, avec qui, etc. Et je le subis plus, Mais c'est oui. moi qui suis actrice de ça. Même si dans l'addiction, on perd Mm. finalement le contrôle, mais il y a une tentative quand Voilà. même, une recherche de contrôle malgré tout. Mais oui, et du coup, voilà, je me permettais parce que du coup, je Oui, trouvais que tu as c'était raison, important de revenir justement là-dessus parce que ça fait partie des éléments qui sont quand même importants et malheureusement, souvent oubliés ou négligés, quoi. Donc complètement. voilà, je te laisse Et reprendre pour... dans mon dernier ouais, ouais, ouvrage, oui, oui, je parle du... Alors, j'ai parlé de l'addiction sexuelle, mais je oui, parle dans celui-ci du trouble de la personnalité borderline. Là aussi, j'avais à mhm, cœur d'écrire, donc c'est un roman oui, euh, qui s'appelle donc L'écho des souffrances silencieuses, et j'avais à cœur d'écrire sur ce trouble parce qu'il n'y a pas énormément, finalement, en tout cas mm, dans le roman, de romans qui portent sur ce trouble. Et je trouve que ce qu'on trouve sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., c'est souvent une image quand même assez effrayante, finalement, de mm, ce trouble qui colle pas toujours avec le vécu de certaines personnes. C'est pas forcément toujours un trouble dramatique avec des menaces suicidaires, etc. Oui, bien sûr que oui, ça peut être ça, mais c'est pas toujours comme ça. Et j'avais à cœur donc de pouvoir écrire un roman qui concerne une jeune femme qui souffre de ce trouble et d'en donner une image peut-être un peu différente de celle qu'on a tendance à voir sur les réseaux ou mm, sur certains comptes en tout cas. Et donc oui, toujours dans l'idée de pouvoir déstigmatiser. Et mon prochain mm, roman à paraître, tu en parlais en début oui, oui, de oui, cette interview, c'est justement sur le burn-out des psychologues, enfin d'une psychologue en l'occurrence, c'est un ouais, roman ouais, encore, et j'avais à cœur d'écrire sur, voilà, sur le burn-out, sur l'épuisement compassionnel des psychologues. On a quand même un métier extrêmement difficile, qui est mhm, très peu reconnu, enfin pas mal reconnu, ou pas reconnu comme il devrait l'être. Et moi qui pratique la supervision aujourd'hui, je vois à quel point les collègues sont enfin, fatigués, épuisés. Moi, je suis déjà passée par là, donc je sais que ça peut arriver, mais je le vois aussi chaque jour chez des collègues que je reçois en supervision et que je vois s'épuiser
parfois même juste après 1 ou 2 années de pratique, parfois même après quelques mois. Et donc, j'avais à cœur Mm. d'écrire sur ce sujet pour que ce soit une souffrance entendue aussi. Et nous, les psychologues, je ne sais pas ce que tu en penses, Cyrielle, mais j'ai l'impression que c'est quand même encore, alors peut-être la parole se délie un peu aujourd'hui, mais c'est un peu comme si c'était honteux de faire un burn-out quand on est psy, hein. On a Ouais. l'impression qu'on va lâcher ses patients, qu'on va être moins bonne que les autres tiennent, pas nous. Et donc, c'est encore quelque chose qui a du mal à se dire. J'avais à cœur justement d'écrire là-dessus pour libérer la parole chez nous, les professionnels de santé mentale. Je peux que plus qu'être dans ton sens, je dirais, puisque moi-même, c'est quelque chose que j'ai vécu. D'accord. Alors, je m'en étais ouverte sur le blog, du coup, bah, je vais en parler hein, vite fait, sur le blog en fait de Nicolas Bottin, qui est père aidant et qui a justement un blog où il fait témoigner les personnes qui ont pu connaître des souffrances psychiques. Et justement, voilà. Donc, l'article que je lui avais transmis, qui est sur son blog, s'appelle J'ai testé pour vous la dépression quand on est psychologue. Donc, voilà, je me D'accord. permets de Ah, je parler ne un savais petit pas peu que de tu son avais boulot. traversé Voilà. une période comme ça. Alors, voilà, donc je m'étendrai pas vite fait là-dessus, mais effectivement, moi, quand j'ai pu moi-même me sentir mal, alors, c'était pendant la période du Covid, du coup, on se rejoint. Aussi. Et oui, Mais moi, oui. c'était première session, j'ai envie de dire, puisque c'était début 2020. Mais en gros, c'est vrai que la majorité, enfin la majorité, c'est-à-dire que j'avais que seulement un contact avec un médecin, je dirais généraliste à l'époque, qui faisait ce qu'il pouvait dans les circonstances. Mais c'est vrai que ce qu'on me disait, c'était vous êtes psychologue, vous saurez quoi faire. Eh Bah oui, mais bon, ouais, c'est pas parce merci. que... Oui. Voilà. Oui. Mais c'est le problème, c'est que c'est ce que pensent bon nombre de personnes. C'est-à-dire Mhm. que moi, quand j'ai annoncé mon burn-out à l'époque à mes patients et le fait que j'allais donc devoir fermer le cabinet, parce qu'en fait, je ne pouvais pas faire autrement que de fermer le Oui. cabinet, j'ai certains patients qui ont pu, alors la plupart ont été très empathiques, très compréhensifs, bien évidemment, mais certains, et pas forcément que des patients d'ailleurs, peuvent réagir en disant, ah bon, mais toi qui es psy, donc toi tu devrais savoir comment faire, toi qui es psy, Ouais. tu dois t'arrêter, tu peux ressentir les choses comme ça, tu peux aussi aller mal, comme si on était des robots, et ça paraît incroyable d'entendre ce genre de propos, mais oui, ça peut arriver. Que certaines Mhm. personnes soient encore dans la croyance de, bah, comme tu es psy et que tu sais ce qu'il faut faire, toi il t'arrivera rien en fait. Tu es un peu un Mhm. surhomme, un surhumain. Et il t'arrivera rien. Bah oui, on reste des humains comme les autres et c'est Eh exactement le oui. message que j'ai voulu faire passer dans mon prochain roman. On est des humains pas mieux que les autres en fait et il peut nous arriver tout à fait la même chose que les autres. Et tu vois, tu parlais de déstigmatiser et je pense que c'est quelque chose qui est essentiel, tu vois, parce que en parallèle, là, actuellement, bon, je suis en train de terminer un projet de recherche justement sur bah, les troubles psy au travail et il s'avère qu'il y a deux catégories en fait socioprofessionnelles qui sont particulièrement victimes de phénomènes et de stigmatisation et d'autostigmatisation. Et ben, c'est les métiers de la santé dont les psychologues font partie, mais c'est aussi valable pour les médecins, pour les infirmiers et également les métiers autour de la police, c'est-à-dire finalement des métiers avec beaucoup de stéréotypes, je dirais, avec cette vision de bah, le soignant doit être fort, entre guillemets, tout comme le policier Oui, c'est doit ça. être fort. Oui. Et Oui, ça, du ça coup, m'étonne pas tant que ça voilà. paraît logique que ça ressorte, ouais. Mm, Il y a des professions qui sont malmenées, qui sont difficiles pour mm, des raisons différentes, mais dans lesquelles, effectivement, on doit être perçu comme quelqu'un de fort qui faillit pas. mais Voilà. oui. Donc, Effectivement, ça met une certaine pression en fait ouais. sur les épaules Mm, et je vois pas comment en écoutant de la souffrance journalière depuis, alors moi ça faisait presque 20 ans, toi je mhm. sais pas depuis combien de temps tu 10, pratiquais. ça faisait 10-11 ans, je dirais. Alors, Mm. pas tout à fait 11 ans, puisque c'était début 2020 et que moi, j'ai commencé, voilà, enfin, j'ai commencé à vers septembre 2009, mais bon, voilà, et on va pas chipoter, hein. Ouais, Voilà. mais bon, tu vois, 10 ans, 15 Ouais, ans, 20 ans, ouais. finalement, quand ça fait déjà des années et des années qu'on Mm, écoute la souffrance d'autres, même si on est passionné par ce qu'on fait, hein, tout ça à n'enlève fait. rien au fait qu'on aime son métier et qu'on a à cœur de le faire bien, etc. Et justement, mais d'être confronté à la souffrance au quotidien comme ça, forcément que c'est Mhm, quelque chose de très compliqué. Et je mhm, ne dirais pas que c'est un passage obligé, je dis juste que c'est important en tout cas de prévenir ça et de faire attention au rythme qu'on a de travail, à combien on prend de mhm. patients par jour, de bien prendre des vacances régulières. Bref, de pouvoir vraiment faire en sorte de se préserver, en fait, ce qu'on ne fait pas Ouais, toujours. Quand on c'est est vrai. dans l'abnégation, finalement, et dans le soin qu'on Mm, apporte aux autres toute la journée. On s'oublie parfois, hein. oui, tout à fait. Mais justement, je pense que ça fait aussi partie des messages importants à transmettre. C'est-à-dire que souvent, on pense métier du soin, mais même idem pour la police, ce sont des métiers, on va dire, vocationnels. Et j'ai envie de dire pareil. Tordons un peu le cou aussi à ce genre de C'est ça. pensée, comme quoi, bah oui, on peut avoir une vocation, mais pour autant, on n'est pas, effectivement, comme tu disais, tenu à être dans l'abnégation perpétuelle Oui, c'est et à ça. s'oublier soi-même.
Donc, Oui. Ouais, excellent. prendre soin de soi, c'est peut-être le message. Nous, ne pas oublier de prendre soin de soi. Quand on est encore jeune et qu'on débute, on a peut-être encore toute la Mm, fougue, l'envie de bien faire, etc. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment dans la durée mm, que le métier de psychologue était difficile. Les premières années, ça allait encore, j'ai trouvé. Et mm. c'est dans la durée que c'est difficile de tenir. Et moi, je compare souvent ça à un marathon. Si on s'arrête pas à des stands de ravitaillement pour se poser un peu, reprendre un peu de souffle, on a du mal à aller jusqu'au bout de la course quand même, hein. C'est sûr. Qui veut aller loin ménage sa monture. Donc, Exactement. C'est tout voilà. à fait ça. Message de prévention important. Dis-moi, j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu, bon, on en a déjà parlé un petit peu, mais j'aimerais qu'on puisse parler aussi bah, des défis auxquels tu as pu être confronté, que ce soit en tant que psychologue dans ta pratique ou même dans ta vie de façon générale. Enfin voilà, si tu es OK, voilà, qu'on puisse parler de ça. Oui. Alors moi, les défis, alors dans ma pratique, je dirais que ça a surtout été à la période Covid, en fait, Mhm, déjà de m'arrêter. Ça a été extrêmement douloureux de prendre la décision de fermer mon cabinet, de me reposer 6 mois avant de reprendre dans d'autres dispositions. Le vrai défi, ça a été celui-là, c'est de réfléchir autrement ma pratique. C'est-à-dire comment je vais mhm, faire pour reprendre mon travail que j'aimais, mais en ne mhm, m'épuisant pas à nouveau. Qu'est-ce que je vais décider de faire? Comment je vais décider de pratiquer? Qu'est-ce que je vais mettre en place de différent? Et donc à cette époque-là, c'est ça qui a été un vrai défi. Je ne parle pas des défis personnels, enfin si je pourrais en parler rapidement, je trouve que, puisque tu fais aussi ces interviews dans le cadre de la semaine des droits des femmes, etc. Et du mhm. coup, c'est vrai que moi, je me suis retrouvée à un moment donné à travailler en tant que psychologue en cabinet. J'avais un enfant à charge, j'étais séparée de son papa, donc je m'occupais seule de lui principalement et quasi à plein temps. Ça a été un vrai défi dans ma vie, d'allier ma vie de maman à ma carrière de psychologue, en fait. J'avais à cœur, dans mes valeurs, d'être avant tout une bonne maman. Pour moi, une bonne maman, c'est une maman qui va chercher son enfant à l'école à 4h30. Donc, c'est ce que je faisais. Mais pour aller chercher son enfant à 4h30 et quand même bien gagner sa vie, eh ben, je prenais pas de pause dans ma journée de travail. Mhm. Ça m'a précipité dans l'épuisement professionnel, évidemment, mais je travaillais du matin jusqu'à 4h30 sans pause. Donc, j'oubliais de manger, j'y pensais pas. Ouais. J'avais à peine le temps d'aller aux toilettes. Bon, autant te dire que c'est le commun de beaucoup de psys, mais qui finissent en Mhm. épuisement comme moi. Et donc ça a été un vrai défi d'allier ma vie de maman à ma vie de psychologue. Bah voilà, le résultat, ça a été que je suis allée droit vers l'épuisement parce que j'ai voulu tout faire bien à tout niveau et que bah, mes objectifs n'étaient pas conciliables en fait. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai réussi à trouver une autre façon de pratiquer qui me convient mieux, donc principalement en visio et en walk and talk. J'ai diminué mon nombre de consultations. Je réserve une journée aujourd'hui de consultation enfin pas une journée pas de consultation justement, mais une journée à l'écriture. Donc Ouais. j'écris le jeudi, c'est la journée qui est dédiée à l'écriture. Et je prends désormais mon mercredi après-midi pour m'occuper des enfants. Je suis en famille recomposée aujourd'hui. Donc en fait, ça a été un vrai défi de réussir à redéfinir ma pratique et de revoir mes objectifs pour que je m'y retrouve entre ma vie de femme, de maman et de belle-mère et ma vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir trouvé cet équilibre, même si j'aspire à pouvoir trouver encore plus de temps pour écrire. D'accord. Bon, bah super. On arrive bientôt sur la fin de notre Ok, interview. Donc, merci super. beaucoup pour le temps que nous as accordé. Et puis, c'était super riche. Du coup, j'espère que ça va donner aussi envie à plein de gens de creuser un petit peu ces différents sujets. Et puis, surtout d'ouvrir la conversation, puisqu'on a insisté là-dessus, sur la fatigue compassionnelle, l'épuisement professionnel. Et puis sur le fait de prendre soin de sa santé mentale aussi, voilà, quand on est soignant et quand on est psychologue, voilà. Je pense que tu as Euh, bien résumé. Et parfait. merci beaucoup à toi, Cyrielle, de m'avoir Ouais, invitée aujourd'hui et de donner la ouais. parole à des femmes, à des psychologues femmes. C'est une belle démarche. Bah, merci, mais c'était effectivement extrêmement important puisque comme je le disais dans une vidéo d'introduction, finalement, on est dans des professions qui sont majoritairement tenues par des femmes, mais les noms qu'on voit bien souvent dans les médias sont un peu toujours les mêmes et Tout à fait. incroyablement, sont essentiellement des noms masculins. Il est temps d'inverser un peu la tendance. Merci de me Euh, mettre en avant du coup. ouais, je vais te laisser le mot de la fin. Dis-moi en 3 minutes. Est-ce que tu pourrais, voilà, si tu avais un message à faire passer, que ce soit aux professionnels d'aujourd'hui et à ceux de demain, lequel est-ce que ce serait? Bah, c'est un peu dans le sens de ce que tu viens de dire. C'est, je dirais, à toutes les jeunes psys ou aux moins jeunes, en tout cas à toutes les collègues psychologues, qu'elles soient femmes ou pas femmes d'ailleurs, hein, de prendre soin d'elles. On le répète assez souvent, mais en fait, j'ai l'impression que souvent ça tombe dans l'oreille d'un sourd, comme si ça pouvait pas nous concerner nous. Dire, bon, Mm, ok, j'entends qu'il faut faire attention, mais moi, ça m'arrivera pas. Et en fait, mm, moi non plus, je pensais que ça m'arriverait pas, en fait. Et je pensais déjà que je prenais soin de moi.
suffisamment, ce qui n'était pas le cas. Et donc, en fait, ne vraiment pas lésiner sur les moyens qu'on se donne en termes de vacances, de repos, d'activités de loisirs, d'activités de socialisation, Oui, d'activités créatrices, etc. Vraiment ne pas lésiner sur les moyens si on veut tenir dans la durée. Je crois que c'est vraiment très important. Si on veut continuer, parce que ça nous tient à cœur à aider nos patients, je crois qu'il faut avant tout commencer par s'aider soi-même et prendre soin de mm, soi. Voilà, ça, ce serait mon message vraiment principal. Et le ouais. sujet de mon prochain bouquin. Donc, vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et j'espère que ce message sera entendu par tous les collègues qui regarderont cette interview. Parfait. Bon, bah, je te remercie beaucoup. Et puis, Merci, merci Cyrielle. également à chacun d'entre vous d'avoir suivi cette interview. Et puis, eh ben, prenez soin de vous, du coup. À bientôt. Merci. Au revoir.